Bonjour à tous. En cet après-midi, pour les nouveaux venus, on vous souhaite la bienvenue auprès du Forum de l'emploi organisé par la ville de Vitry-sur-Seine. Donc on arrive sur la dernière phase des panels. Tout au long de la journée, on vous a proposé différentes thématiques et celle de cet après-midi, c'est pour ceux qui souhaitent avoir des informations sur l'entrepreneuriat et on va rentrer un peu plus dans le détail en parlant en quelque sorte du monde d'emploi, du mode d'emploi pour entreprendre. Donc pour cette thématique, j'ai l'honneur d'accueillir deux panélistes. Juste un... Qui ? Alors, on va avoir Wassilati Mbaye, experte en agrotransformation et actrice de l'écosystème du territoire du Val-de-Marne. Est-ce que Wassilati Mbaye peut monter sur l'estrade, s'il vous plaît? Merci madame, je te laisse prendre place. J'ai l'honneur aussi d'accueillir Sydney Andra, qui est PDG de la société MGB. Bonjour Sydney. Bonjour. Et j'ai l'honneur également d'accueillir une troisième invitée, Perle Teki. Donc on accueille Perle Teki sur le podium. Merci pour sa présence. Bonjour Perle. Bonjour. Je vous laisse prendre place à côté de Wassilati. Donc merci à tous les trois d'être présents sur ce panel qui va traiter de l'entrepreneuriat et du mode d'emploi. On va surtout échanger autour de vos parcours qui sont divers et variés, comprendre pour les personnes qui sont présentes ici, qu'est-ce que vous avez initié, créé en tant qu'entrepreneur et surtout quelle méthodologie vous avez appliquée. Donc je vous laisse dans un premier temps vous présenter et nous dire un peu qu'est-ce que vous faites dans la vie. Honneur aux femmes quand même, merci. Du coup, je m'appelle Perle. J'ai une boîte de produits. Ah, peut-être un petit peu. C'est parfait, elle peut s'exprimer. Vous m'entendez? Ok. Alors bonjour, je m'appelle Perle. J'ai une boîte de production. Je travaille du coup dans la musique et ça va faire maintenant 6 ans. Et voilà, du coup, l'entrepreneuriat, c'est venu tout seul. Je ne l'ai pas trop choisi et en fait, ça a été la motivation, le travail et la passion surtout qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Je me permets par curiosité de demander quel est ton rôle justement dans ta boîte de prod? Alors moi je fais de la production exécutive, donc je vais être dans l'organisation, la gestion des budgets, le contact avec les artistes, gérer en fait toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur des tournages, sur des concerts ou même dans la musique tout simplement. Voilà. C'est super, pour le coup c'est très intéressant. Et c'est quelle boîte de production? Alors la boîte c'est Les Sauces. D'accord, ok. Wassilati, à toi de nous partager un peu ton parcours, qui tu es. Bonjour à tous. Moi je suis Wassilati Mbaye. Je suis experte internationale dans l'agrotransformation et l'entrepreneuriat entre l'Afrique et l'international, surtout avec la France également. Je consacrais pratiquement 20 ans de recherche dans une filière assez particulière qui s'appelle l'ilang-ilang. C'est une filière agricole en Afrique. Mais entre-temps, je suis consultante aussi aux Nations Unies dans lequel j'ai déjà rédigé pas mal de rapports pour le développement de certains pays en Afrique, pour le gouvernement, mais aussi pour des institutions et des organisations internationales. Voilà. Et donc, je parlerai aujourd'hui de mon entrepreneuriat, de la manière dont j'ai démarré jusqu'à à peu près. Merci. Et vous, Sydney? Alors bonjour à tous, merci de me recevoir. Je suis Sydney Andrade, jeune Vitrio, grandi à Vitry. Je suis président de la société MGB d'Arocha, qui est une boîte de menuiserie et d'agencement intérieur, où on fait des logements neufs. On a pu faire des ouvrages pour les JO notamment, le village des médias, le village des athlètes.
Et je suis accessoirement également bénévole à l'ES Vitry. Je le précise car c'est important dans mon histoire. Ah ben c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Alors, pour en revenir à notre sujet du jour, qui est l'entrepreneuriat mode d'emploi, dites-nous comment vous avez commencé justement vos diverses aventures, comment vous avez mis le pied dans le plat de l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça a donné, à quoi ça aboutit aujourd'hui dans vos activités existantes? Bon, déjà, je voulais juste rappeler une chose, c'est que moi je suis coworkeuse à Eclosia, qui est quand même dans l'écosystème de Vitry, que je trouve une ville extrêmement dynamique, que je suis très contente de... Et pourtant, j'ai travaillé dans pas mal d'endroits, que ce soit à l'international ou ailleurs, mais Vitry, c'est quand même une belle ville et je voulais juste le préciser. Donc moi, dans le cheminement de mon entreprise, de mon démarrage, j'ai commencé par, parce que moi ça fait à peu près 32 ans que je suis en France, j'étais salariée au départ comme tout le monde, j'ai fait pas mal j'étais dans le monde, dans pas mal d'activités, notamment dans le monde de pétrole avant, et pourtant, et j'ai décidé justement d'entreprendre tout simplement pour créer un pont entre les Comores, qui est mon pays d'origine, et la France. Et c'est ce qui m'a amené justement à créer la première marque de cosmétiques comorienne. Ça va faire bientôt 20 ans. Et aujourd'hui, cette marque-là, ça a vraiment, on va dire, ça a influencé tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis un entrepreneur accompli, en tout cas, je pense, et aussi consultante internationale. Voilà, donc on aura l'occasion de... Et Perle, parle-nous de ta société justement de production. Comment tu t'es mis dans cet univers? Comment tu as commencé justement à entreprendre dans cet univers? Alors pour commencer, j'ai commencé en faisant du casting. Donc j'attrapais des jeunes dans la rue qui faisaient rien et qui voulaient se mettre dans le cinéma. Donc ça a commencé par du recrutement pour de la figuration. Et puis après, sur mon chemin est passé un grand directeur de casting avec qui j'ai travaillé, qui m'a permis du coup de placer ces jeunes sur des films, sur des clips ou d'autres choses. Donc ça a commencé vraiment comme ça. Et de par le casting, je suis passée du coup par d'autres étapes. Donc l'organisation, donc tout ce qui va être de la pré-production, la gestion des lieux. Étant donné que j'étais dans l'immobilier avant, je gérais des lieux. Je plaçais justement des artistes sur ces lieux-là pour qu'ils fassent des prestations, donc que ce soit des concerts ou autres. Des villas pour des tournages. Donc énormément de choses en fait, par exemple des make-up artistes, des coiffeuses, des stylistes et en fait étant donné que dans ce milieu-là tout se rejoint, j'ai fait en sorte de faire un 360 et après j'ai fait de la gestion de studio, donc je gère actuellement un studio qui est pas très loin d'ici, qui est à 5 minutes d'ici. Et dans lequel du coup on accueille des artistes. Donc je fais tout ce qui va être le booking, la réservation de sessions, de live stream, de podcast, de clips aussi du coup. Et voilà. C'est super intéressant. En tout cas, on voit que tu as un profil qui est totalement transverse. C'est l'une des qualités premières des entrepreneurs. Je demanderai également la même chose à Sydney, c'est-à-dire comment tu es rentré toi dans l'univers de l'entrepreneuriat, comment tu as démarré les choses. Alors moi, je disais que le S Vitry était important dans mon histoire, justement, parce que j'ai rencontré, entre deux dribbles et deux tacles, quelqu'un qui s'appelait Emmanuel, qui était lui déjà dans la menuiserie, et qui avait un collègue dans une autre boîte qui cherchait un jeune déterminé et qui voulait apprendre. Ça tombe bien, je réunissais les trois, donc je suis rentré en bas de l'échelle. Je suis tombé sur une boîte où on nous apprenait toute l'organisation, que ce soit dans le financier, que ce soit dans la gestion du personnel, que ce soit dans la gestion des flux. Donc j'ai vraiment appris à gérer un chantier du début à la fin. J'ai appris à gérer une équipe, j'ai appris à faire avec différentes personnalités. Et au bout de 3 ans et demi, au bout de mon ascension, on m'a proposé de racheter une boîte qui était MGB du coup, et ce que j'ai accepté. Et je continue à apprendre. Mais je pense que toutes ces étapes, le fait que j'ai commencé en bas et que j'ai touché un peu à tout, ont fait que j'ai pu accéder à l'entrepreneuriat et ça m'a donné goût aussi à l'entrepreneuriat. C'est très intéressant. En vrai, c'est quelque chose. Ce sont des informations que je retrouve dans vos 3 profils, à savoir vous avez testé la plupart des métiers qui composent
vos entreprises, enfin qui font partie de vos entreprises aujourd'hui. Et justement, je veux rebondir dessus en vous demandant quelles sont les compétences selon vous, les compétences majeures à avoir pour pouvoir entreprendre. C'est vrai que moi, j'ai pas été, je suis très impressionnée de parce que vous avez été vraiment dans les détails. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de rentrer dans les détails mais franchement, c'est important de le faire parce que avant tout, quand on est entrepreneur comme nous, la plupart du temps, d'ailleurs, quand on est dans la multiculturalité, on a tendance à être autodidacte. Et on apprend beaucoup de choses par nous-mêmes. Moi, j'ai commencé par apprendre par moi-même, effectivement. J'ai pas été dans une école de commerce ou faire de la chimie, et pourtant j'ai créé la première marque de cosmétiques comorienne. C'est-à-dire, c'est une marque que j'ai développée de A à Z. Donc, c'est-à-dire que moi, au départ, je voulais vraiment faire des grandes études. Et finalement, les études, je les fais sur le terrain parce que j'ai appris à comprendre qu'est-ce que c'est des molécules d'une plante. Je les ai étudiées pour pouvoir, alors que je n'ai jamais été à l'école pour les apprendre. J'ai appris aussi comment développer une marque, quelles sont les règles de l'art pour créer une marque. Donc que ça soit dans le cadre juridique, que ça soit au niveau du marché, comment faire une étude de marché sachant que c'était la première marque d'un pays, donc c'est assez impressionnant. Et donc j'ai dû tout apprendre moi-même et je pense que nous tous là, ce sont des choses qu'on a appris parce que j'entends justement ma collègue à côté aussi, on est d'abord des autodidactes avant tout, puisque en tout cas il y a quelques années, parce que moi ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, il y a quelques années on n'avait pas toute cette possibilité de venir échanger avec des personnes qui ont vraiment travaillé sur le terrain. Et le fait de ne pas avoir su ça, on était obligés nous-mêmes d'aller chercher les informations. Donc j'ai commencé par faire... et cette marque, en plus, je l'ai développée entre les pays, les Comores et ici en France. On sait très bien qu'en Afrique, en tout cas par expérience, on n'a pas tous les éléments qu'on peut avoir comme ici. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre entre leur pays d'origine et la France parce qu'on veut profiter de cette double culture. Et parfois, c'est très difficile. Et c'est ce qui m'a poussé au final, il y a quelques années, à développer un cabinet d'expertise qui s'appelle Agrinov pour accompagner des entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là, comment commencer, même sans rien, sans comprendre, ne pas savoir où est-ce qu'il faut aller chercher l'information si on ne le trouve pas dans les bouquins, comment aller trouver l'information. Et en fait, voilà, ce cabinet qui s'appelle Agrinov & Co, c'est un cabinet qui permet justement de montrer d'une manière réaliste, d'une manière simplifiée, ou une personne qui n'a pas eu des formations là-dessus. Et donc, dans ce cabinet, on trouve des formations, on trouve de l'accompagnement, on trouve de l'expertise. Et l'objectif, c'est d'accompagner ces personnes qui partent avec un rêve, qui ont envie de réaliser un rêve, que ce soit un rêve, mais qui va aussi concilier entre des pays lointains et ici pour pouvoir développer ça. Et donc, je suis contente de voir qu'en fait, on a commencé un peu la même chose et ne sort pas d'une grande école, etc. En tout cas, merci. Merci pour ce retour et cet échange, Wassilati. Je vais en profiter pour redemander aussi la même question à Perle et Sydney. Donc, de par ton expérience et tout ce que tu nous as évoqué, Wassilati, ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir cette notion d'être un peu autodidacte, un peu curieux et d'aller chercher l'information. Et pour vous, Sydney et Perle, quelle est la compétence première à avoir pour pouvoir entreprendre ? Pour moi, il faut croire en ses rêves, déjà. C'est très important. Et quand on croit en soi, tout va bien. Ce qui veut dire que moi, j'avais pas forcément de compétences, j'ai pas forcément fait d'études non plus. Pour être très honnête, j'ai même pas le brevet. Et ça m'a jamais empêché, par exemple, de bosser dans l'immobilier. J'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai fait de la construction de maisons individuelles. J'ai réussi à avoir des diplômes autrement. Et en fait, je me suis jamais mis de limite. Donc j'ai cru en mes rêves déjà, et j'ai cru en moi. Et je crois toujours en moi d'ailleurs. Pour l'instant, je suis là. Et puis après, on va grandir et voilà. Et Sydney ? Pour moi, je ne sais pas s'il y a une compétence vraiment qui peut faire d'une personne un bon entrepreneur. Je pense qu'effectivement, mesdames ont bien résumé. Moi, de ce que j'ai appris, c'était deux choses. C'est toujours vouloir apprendre. C'est pas parce qu'on a 50 ans d'entrepreneuriat et qu'on gère une boîte de je ne sais combien de millions qu'on est arrivé et qu'on doit se fermer et croire qu'on a déjà tout appris.
Et la deuxième chose que j'ai appris avec le temps, c'était de pas toujours agir avec l'ego, qui peut être le gros ennemi de l'entrepreneur, qui peut nous faire prendre des décisions juste par ego et pas pour le bien de sa société ou de ses sociétés ou de la suite. Ça, c'est un vrai bon conseil pour le coup, parce que ça mène pas mal de personnes à l'erreur. Et j'ai envie de rebondir encore par rapport à ce que vous dites. Ce qui ressort le plus par rapport à ce que vous nous partagez, c'est qu'au final, il faut un mindset. Il faut un mindset et on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain comme ça. Il faut une bonne idée, un mindset, des outils, un réseau. Donc il y a pas mal de choses à réunir. Heureusement, aujourd'hui en 2025, comme disait Wassilati, c'est plus facile pour entreprendre qu'il y a quelques années. On trouve plus facilement les choses grâce à Internet et avec tous les organismes aussi qui sont présents, par exemple, ici sur le Forum de l'Emploi. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir la bonne idée pour pouvoir se lancer? Est-ce que c'est un impératif? On va commencer par toi, Wassilati. Alors, est-ce qu'il faut avoir la bonne idée? Vous savez, on dit toujours, je pars avec une idée, je ne sais pas combien d'idées je vais finir. En général, quand on part avec une idée, souvent, soit on se trouve avec plusieurs idées, parce que c'est le marché qui nous explique en fait. Tant qu'on a une idée, on n'a pas encore rencontré le marché, on ne peut pas savoir si cette idée-là vraiment elle est fiable ou il est vraiment, c'est ça qui va arriver à destination. Je pense qu'il n'y a pas de petite idée. Il faut déjà être dans l'action. Pour moi, parmi les conseils, c'est-à-dire que quand on a déjà réfléchi à quelque chose, comme disait madame, il faut déjà croire à son idée, même la petite idée. Et c'est cette petite idée-là qui va t'amener à une autre idée. Et la plupart des vrais entrepreneurs, si j'ose dire, c'est qu'ils savent que lorsqu'on commence une idée, au final, on va voir beaucoup plus clair parce qu'on va être confronté par le marché, devant le marché. On va rencontrer son client, on va rencontrer les partenaires, on va rencontrer les difficultés. Et tout ça, c'est ce qui va forger et vraiment dessiner la bonne idée. Mais même cette bonne idée-là, elle peut évoluer. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Ok, donc il y a ce qu'on idéalise, ce qu'on imagine, et la réalité de terrain qui forge au final le projet en lui-même qui va être défini. Et Perle, pour toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée d'avoir la bonne idée avant de se lancer? En réalité, on a toujours des bonnes idées, il suffit simplement de les développer. Donc une idée amène une autre idée et amène une expérience qui amène encore une autre expérience. Donc je pense qu'il faut tout simplement croire même en la petite idée. C'est très important. Et puis quand on croit à la petite idée, après, on évolue sur de grandes choses. Pour ton cas de figure, il est assez particulier, Sydney. Parce que toi, tu as intégré carrément une structure déjà existante, tout ça. Déjà, j'ai deux questions pour le coup. Toujours la question en rapport avec l'idée, mais également, comment on s'acclimate dans un univers? Est-ce que c'était vraiment la menuiserie qui t'intéressait ou tu t'es acclimaté au fur et à mesure en apprenant le métier? Pour la première question, je rejoins mes collègues également. Je ne pense pas qu'il faille l'idée du siècle. On peut avoir de bonnes idées novatrices, hein, c'est pas interdit non plus, mais on peut avoir des idées qui existent déjà. Par exemple, la menuiserie, j'ai pas inventé la menuiserie. Je pense à des sociétés, des grandes sociétés qui sont prospères comme Uber, ils n'ont pas inventé le transport de personnes. L'important dans une idée, je pense, c'est qu'est-ce qu'on apporte de plus. Donc si elle est novatrice, effectivement, on apporte plus. Et si c'est une idée qui existe déjà, est-ce qu'on vise d'autres personnes? Je pense à une marque de cosmétiques. Est-ce qu'on ne viserait pas une niche où les gens n'ont pas la réponse à leurs besoins? Ou est-ce qu'on vise une autre zone de chalandise? Peut-être que c'est un service qui est déjà très implanté dans Paris, aller voir dans Marseille, dans Lyon, etc. Donc c'est plus comment on met en place cette idée et pourquoi cette idée pour moi que l'idée en soi. Même si avoir une idée novatrice, ça peut aussi aider. Et pour la menuiserie, non, moi c'était vraiment rentrer. Alors je voulais rentrer dans le monde du bâtiment quand on m'a proposé parce que je trouvais que c'était un monde où on pouvait monter très vite, ce qui est vrai, qui était dur, mais quand on avait envie, on pouvait avancer. Et j'étais prêt à me donner. Et en rentrant dedans, j'étais encore plus séduit parce que c'est un monde où on ne le voit pas de l'extérieur, on voit juste des gens
travailler avec un marteau ou avec d'autres outils. Et en fait, c'est l'un des domaines où on apprend de tout. Je faisais vraiment de tout. Je pouvais le matin décharger un camion, l'après-midi faire des finances pour voir si on rentrait dans nos finances dans le mois. Le lendemain matin, j'étais en réunion avec un client. Le surlendemain, j'apprenais à chiffrer un devis. J'ai vraiment fait de tout et j'ai appris de tout. Donc c'est surtout ce qui m'a plu dans la menuiserie et dans le bâtiment plus concrètement. Ok, c'est très clair. Pour terminer notre échange, je dirais le monde de l'entrepreneuriat, pour faire le parallèle aussi avec le fait qu'on est aujourd'hui sur le Forum de l'emploi, on est d'accord que c'est quand même un facteur, un milieu qui est pourvoyeur d'emplois, qui permet aussi à des personnes qui ne vont pas forcément s'inscrire dans l'axe du salariat de pouvoir avoir une autre alternative. Et justement, j'aimerais que vous fassiez un retour d'expérience en disant quelle richesse vous y trouvez, vous, à aujourd'hui être dans ce milieu de l'entrepreneuriat. Déjà, pour moi, la première richesse, c'est de la connaissance de soi. Parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, la première chose qu'on apprend, c'est de se connaître. Plus on avance, puisqu'on se remet beaucoup en question en tant qu'entrepreneur. Et la connaissance de soi, c'est vraiment l'un des facteurs le plus riches dans l'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'on veut évoluer, on est obligé de se remettre en question, avoir une idée claire de ce que nous représentons. Et donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est aussi la rencontre, puisque la rencontre des autres, parce que l'entrepreneuriat, on est obligé d'échanger avec les autres. Et d'ailleurs, ce que je disais, c'est moi de répéter ça, mais moi, je vous dis juste, entre parenthèses, ça fait quelques années, j'avais des bureaux à Paris, j'avais des bureaux un petit peu... j'ai changé pas mal de bureaux, j'étais à Paris, ensuite je me suis trouvée à Rungis, et là, aujourd'hui, je suis à Vitry. Tout simplement, je suis restée chez moi pendant quelques années, je travaillais chez moi. Mais je vous dis sincèrement, je me sentais seule. Je me suis dit, l'entrepreneuriat ne peut pas être un facteur de solitude, en fait. Et j'ai décidé justement de venir chez Eclosia, ici à Vitry. Et c'est là où je rencontre des richesses, des personnes. Et plus on rencontre des personnes, plus ça nous révèle, plus on voit les compétences que nous avons, plus on se découvre et plus on voit vraiment ce qui est possible par rapport aux autres, en fait. Donc pour moi, c'est une richesse d'être entrepreneur dans la mesure où on regarde tout ce côté-là, de se dire, voilà, on ne doit pas être seul, on doit travailler sur soi, on doit se remettre en question. On doit être capable de remettre en question une idée qu'on a déjà fait et qui n'a pas marché et qu'on doit aussi accepter les échecs. Et voilà, pour moi, c'est tout ça qui fait que ça fait la richesse d'être une entrepreneur. Et pour toi, Perle ? Se dépasser, on est tous des êtres humains et je pense qu'on a tous un ego. Et en tout cas, pour ma part, je sais que j'ai toujours envie d'aller plus loin, j'ai toujours envie de faire quelque chose de supplémentaire, un nouveau projet. J'ai toujours des choses dans la tête qui font que... Bon, je suis très stimulée et rien que pour ça, c'est magnifique. Ce qui veut dire que l'entrepreneuriat, ça va booster son ego personnel, ça va nous permettre d'avoir une certaine confiance qu'on n'avait pas parce qu'on va croire en soi. Et comme disait ma collègue, il peut y avoir des échecs, mais au contraire, c'est quand on tombe qu'on se relève encore plus fort. Donc moi, j'ai absolument pas peur de l'échec. Et quand on est capable, l'entrepreneuriat fait que quand on est capable d'accepter l'échec, après on est capable de surmonter tout. Donc c'est une grosse richesse. Okay. Et pour toi ? Je pense que l'entrepreneuriat a apporté, comme mes collègues ont dit, la remise en question. Parce que le chemin est semé d'embûches et des fois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Je pense que ça m'a appris également que j'avais d'autres personnalités que j'avais déjà montrées. Il m'arrive souvent de voir des gens au travail qui me connaissaient dans la vraie vie, qui se disent « je savais pas que tu étais comme ça », etc. Et également, comme j'ai dit, ça m'a rempli d'humilité parce que quand j'ai commencé à monter dans la menuiserie, j'ai pu avoir tendance à me dire je commence à monter, on est convoité dans le monde du bâtiment, on est vite convoité, etc. Et ça m'a appris à redescendre parce que gérer une équipe, c'est aussi valoriser chacun, laisser une place à chacun et ne pas être le héros de toutes les histoires. Donc c'est les trois grosses choses que l'entrepreneuriat m'a apporté.
Bah, écoutez, c'était vraiment très riche. Merci pour vos retours, le temps que vous avez pris pour cet échange. On va passer à une session de questions avec le public. Donc si des personnes souhaitent poser des questions à nos panélistes, c'est le moment ou jamais. Ne soyez pas timides, ils vont pas... Voilà, vous avez vu, on a passé un très bon moment pour le coup. Donc n'hésitez pas à leur faire des retours si vous voulez. C'était très clair. On n'a rien à ajouter? Une petite question? Alors, qu'est-ce que vous disiez à un entrepreneur qui se demande qu'il prend beaucoup plus de temps que les autres pour réussir ou pour atteindre son objectif ou sa vision? On n'entend Vous pas. entendez? Ah. On approche ici. Bah, toutes les personnes qui se demandent, ah mais il y a des entrepreneurs qui ont fait 1 million en 1 an, alors que moi, j'en vis pas encore. Voilà. Quelqu'un qui a un parcours, en tout cas, qui a... Oui, Sydney, si tu veux Si je répondre. peux, parce que c'est quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose que je dis souvent. Parce que quand je raconte mon histoire, des fois, je vois certaines personnes me dire « Ah, moi aussi, j'aimerais bien » ou etc. Je pense que chacun son heure et chacun son horloge. C'est pas parce qu'à 45 ans, on a toujours voulu entreprendre et qu'on n'a pas entrepris, qu'on n'a pas réussi et qu'on va pas réussir. Et c'est pas parce qu'à 21 ans, on gère une boîte de 3 millions qu'on est déjà arrivé. Chacun son horloge, tout arrive à point à qui c'est attendre. Il faut juste ne pas se morfondre et ne pas attendre que les choses arrivent. Essayer de se donner les moyens, mettre les choses en place pour y arriver. Et encore une fois, il n'y a pas de modèle de réussite. Il n'y a pas d'heure pour réussir. Donc il suffit d'essayer. Alors oui, c'est une question, même nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut se poser aussi, parce qu'on est dans un écosystème où on voit des gens qui vont beaucoup plus vite financièrement, mais moi-même, je me le suis posé. Mais je pense aussi que ça dépend aussi de la vision et des objectifs qu'on s'est fixés. Parce que chaque projet, les projets sont différents. On peut avoir des projets de court terme, on peut dire, voilà, mon objectif, c'est de gagner de l'argent très très vite. Et si on fait ce qu'il faut, on peut gagner de l'argent très très vite. Si aujourd'hui tu dis que tu veux changer le monde, il faut vraiment s'armer de patience. Donc je pense qu'aussi ça dépend aussi de la vision et des objectifs qu'on se fixe et de les accepter, en fait, de les assumer en fait. Et parfois c'est difficile, mais il faut assumer le chemin qu'on a pris et comme tu dis, chacun a son heure, mais en acceptant le chemin qu'on a pris, que ça peut être beaucoup plus long que les autres. Voilà. Perle, tu veux ajouter quelque chose? Tout a été dit, il me semble. Merci à vous en tout cas et je vous libère pour le coup. Moi, j'avais un truc à rajouter. Je voulais juste nuancer votre propos sur l'échec. Pour moi, l'échec, je suis entrepreneur aussi. Et pour moi, l'échec, c'est l'excuse de ceux qui ne veulent pas faire, en fait. Et le souci, c'est qu'on oublie que déjà faire, c'est quelque chose d'incroyable. On a toujours à idée de forcément de dire ok, on a une finalité, on a réussi, etc., etc., etc. Mais c'est le parcours qui est important. Et le parcours, c'est faire des choix. Donc il faut y aller. Donc pour moi, l'échec, en vrai, pour moi, en termes de nuances, je dirais plutôt que l'échec n'existe pas. L'échec, c'est pour ceux qui ne veulent pas, qui se disent voilà, etc. Alors que voilà, juste faire un pas, c'est déjà avancer et on voit où est-ce que ça nous mène, quoi. Je te rejoins sur ça. Quand on dit l'échec, ça peut être ne pas réussir une première émission, s'en donner une deuxième, réussir celle d'après. Ou même dans l'entrepreneuriat, ça peut être se dire l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. Parce que y a des gens qui sont totalement épanouis dans le salariat et grand bien leur face. Et on est un peu aussi dans une génération où on dit je veux entreprendre. Je veux à tout prix entreprendre, ce qui est bien. Mais peut-être que aussi vous êtes fait pour le salariat et c'est pas un échec. C'est juste, on a échoué dans l'entrepreneuriat et après on réussit dans le salariat et chacun trouvera sa voie comme ça. On apprend. Comme on dit, on n'échoue pas, on apprend. Je voulais rajouter quelque chose sur l'échec. C'est vrai que l'échec, pour moi, je pense qu'il y a une question d'éducation aussi. Parce que même dans l'éducation de nos parents, si on ne nous a pas appris à se lever et tomber pour pouvoir marcher, et qu'on ne nous encourage pas pour nous dire que écoute, tu es tombé plusieurs fois mais tu te relèves. Je pense que ça vient aussi d'une éducation, le regard qu'on peut avoir sur l'échec. Et c'est pour ça que souvent quand
quand on est parent, il faut vraiment faire attention de la manière dont on apprend à nos enfants sur l'échec. Et quand on regarde quelqu'un comme la personne qui a entrepris dans McDonald's, je pense qu'ils avaient même fait un film sur le fondateur. Il avait quoi, plus de 60 ans. C'est là où il a commencé à voir vraiment, et c'est quelque chose qui me réconforte parce que tu te dis, quelquefois les années, ça peut venir. Mais l'échec pour moi, c'est une leçon au lieu de parler d'échec. Et d'ailleurs, la notion d'échec aux États-Unis, elle n'est pas vue comme ici en France. En fait, ça dépend de là où on se trouve et l'éducation que nous avons reçue là-dessus. Voilà. Et merci pour... Merci. Merci à vous en tout cas. Et on va s'arrêter là pour les panels. Merci beaucoup.